En plateau ce soir, je reçois pour vous, chez vous, André Silver-Conan, journaliste, fondateur d'Ivoire Hebdo. Bonsoir André. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cela faisait un moment qu'on ne vous voyait plus. Oui. Pour des raisons de santé, des raisons personnelles aussi. Non, les raisons de santé sont derrière. Très bien, parfait. Je m'occupais d'affaires personnelles, je suis dans les business relationnels. Absolument, très bien, merci beaucoup. Alafé Ouakili, journaliste, directeur général de l'Intelligence d'Abidjan, président d'une organisation non gouvernementale également. Bonsoir Alafé Ouakili. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Merci d'être avec nous. Maître Abdoulaye Ben Meïté, lui, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas eu. Député de Kani. Bonsoir maître. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup. C'est moi. Vous arborez fièrement l'attribut du député de la Nation. C'est un privilège. Absolument. Merci d'être là en tout cas. Guillaume Bateau, journaliste, directeur des rédactions de Notre Voix, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Docteur Ungoran Bangali, Gédéon, analyste politique, spécialiste des relations internationales, enseignant-chercheur à l'université Lorounion-Guédé de Daloa. Bonsoir docteur. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Enfin, maître Meïté Youssouf, qui est avocat. Bonsoir maître. Bonsoir Ali. Vous allez bien? Tout va bien? Oui, tout va bien, tout va bien. Parfait. Merci à vous en tout cas d'être là, messieurs, pour une belle émission pour le décryptage de l'actualité nationale et internationale. Comme indiqué, la liste électorale provisoire est disponible avant son affichage pour tout cas de réclamation lors du contentieux. En prélude donc aux élections locales du 2 septembre prochain, elle est remise par la CEI aux groupements, partis politiques et autres parties prenantes au processus électoral dans le pays, dont les organisations de la société civile. À l'occasion, le président de l'institution électorale ivoirienne, Ibrahim Kuibiar Koulibaly, s'est prononcé sur le cas des citoyens ne figurant pas sur la liste provisoire, parmi eux l'ex-président Laurent Gbagbo, par ailleurs président du PPACI. Le rappel des faits avec Pierre Dipomela et messieurs, on en parle juste après. Le nom du président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, ne figure pas sur la liste électorale provisoire 2023. Le constat a été fait lors d'une rencontre d'information et de sensibilisation à l'endroit des partis politiques et des acteurs de la société civile, organisée par la Commission électorale indépendante à son siège à Cocody, les Deux Plateaux. Rencontre au cours de laquelle les responsables de l'institution chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire ont remis un exemplaire de cette liste à tous les leaders d'opinion présents. Pour qu'il y ait le contentieux, moi, mon souhait et la logique veut que Gbagbo Laurent figure d'abord sur la liste provisoire. Parce qu'on l'a bien appelé liste provisoire. Il faut aller sur cette liste provisoire. À ce moment-là, ceux qui ne sont pas contents viendront faire des réclamations. C'est ce qui n'est pas fait et c'est ça qu'on n'accepte pas. C'est une très bonne chose que ce cadre ait été créé pour que tous les acteurs qui s'intéressent aux élections échangent avec la CEI. Seulement, je pense que quand même 10 jours, c'est un peu court pour tout ce qu'il y a à faire pendant toute cette période-là. L'occasion a été également saisie par le président de la commission électorale indépendante pour donner les raisons de l'absence de Laurent Gbagbo sur la liste rendue publique ce samedi. L'avocat du président Gbagbo a saisi la commission électorale pour nous demander des comptes. Nous leur avons expliqué qu'il y a une décision de justice dans laquelle monsieur le président Gbagbo est déchu de ses droits civils et politiques. Ils ont pris la décision et ils ont saisi le tribunal territorialement compétent, c'est-à-dire le tribunal du plateau. Le tribunal du plateau les a déboutés. Si ça ne se règle pas juridiquement, ça peut se régler politiquement et là, ça a du ressort des politiques. La nouvelle liste électorale provisoire est disponible en ligne sur le site de la CEI. Elle comprend 8 16 796 électeurs, dont 3 886 435 femmes et 4 130 371 hommes. L'affichage de cette liste se fera les 28 et 29 mai prochains. Les réclamations et contentieux, eux, auront lieu du 1er au 10 juin 2023. Avant de vous passer la parole, monsieur, je veux préciser à tous nos téléspectateurs et internautes que le parti du président Laurent Gbagbo a été approché pour envoyer un représentant, en l'occurrence l'un de ses avocats ou sa chef de cabinet sur le plateau. Malheureusement, l'invitation a été déclinée avant cette émission. On a tout mis en œuvre pour les avoir. Malheureusement, on n'a pas pu. C'est cette précision que je voulais faire. Messieurs, quand vous entendez le professeur Sébastien Danon-Diédier qui estime que le nom de l'ex-président ivoirien doit figurer sur la liste provisoire. Et de l'autre côté, quand on entend le président de la CEI qui indique que c'est suite à une décision de justice que la commission électorale indépendante l'a radié des listes électorales. Comment vous réagissez, messieurs les analystes, docteur Bangali Ngoran? Je pense qu'on ne devait pas être aujourd'hui en train de débattre sur la question parce que depuis le 25 septembre 2020,
la Cour africaine de justice qui siège à Arusha en Tanzanie, a émis une décision demandant à la Côte d'Ivoire de réintégrer le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alors, je pense que s'il y a une chose sur laquelle tous les acteurs politiques sont d'accord, que ce soit ceux du pouvoir comme ceux de l'opposition, c'est que les institutions supranationales, parce qu'elles évoluent en dehors du contexte ivoirien, ont, disons, cette présomption d'échapper aux pesanteurs politiques qu'on peut peut-être souvent reprocher ou en tout cas soupçonner des juridictions nationales. Alors, pour vous donner un exemple de façon simple et claire, dans la lettre que le président de la République de Côte d'Ivoire adresse au procureur de la CPI le 3 mai 2011, il utilise 2 mots pour justifier la raison pour laquelle il demande à ce que la CPI se saisisse du dossier de la crise post-électorale. Il demande que le procureur mène des enquêtes indépendantes et impartiales. Je pense que dans le poids des mots, le plus important souvent, c'est le non-dit. Quand le président sollicite la CPI pour mener des enquêtes indépendantes et impartiales, là, vous revenez à des faits qui remontent à 2010-2011. Faut-il le préciser? Absolument, 2010-2011. Donc, le président, à travers ces 2 mots, une enquête indépendante et impartiale, part du principe, et c'est une pensée commune à toute la classe politique ivoirienne, quand il y a des faits politiques qui polarisent, disons, la scène nationale et qui suscitent un certain niveau de passion, il est difficile, que ce soit pour les acteurs judiciaires, que ce soit pour la population, de se démarquer de ce climat de polarité. Donc finalement, quand à chaque fois qu'il y a eu des conflits d'une certaine gravité en Côte d'Ivoire, tous les acteurs ont appelé à une enquête internationale. Et donc, il y a, que ce soit du côté de l'opposition comme du pouvoir, l'idée que quand on s'adresse à des juridictions supranationales, il y a cette présomption, en tout cas, d'échapper à des pesanteurs politiques. Et donc, c'est sur ces principes-là qu'en 2011, le président Laurent Gbagbo avait été conduit à la CPI. Et c'est au nom de ces mêmes principes que ces défenseurs saisissent la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour, disons, continuer une procédure qui avait atteint ses limites au niveau de la Côte d'Ivoire. Et la procédure a été, effectivement, la Cour africaine des droits de l'homme s'est prononcée sur la procédure, en tout cas la sanction administrative, demandant à ce que la Côte d'Ivoire réintègre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo. Et à la grande surprise, la décision qui a été émise n'a jamais été exécutée. Alors, la décision n'a pas été exécutée parce que la Côte d'Ivoire, entre-temps, donc avant que cette Cour-là ne lui demande de réintégrer Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire avait décidé de se retirer de cette Cour-là, après un premier verdict qui a été émis le 21 avril 2000 dans l'affaire opposant l'État de Côte d'Ivoire et 2020 et Soro Guillaume. Et donc la Côte d'Ivoire a décidé de se retirer de cette Cour-là. Mais le problème, c'est que, étant donné qu'il y a un préavis d'1 année, la décision de la Côte d'Ivoire de se retirer ne prend effet, donc elle ne doit plus exécuter des décisions que seulement après 1 an. Donc la décision émise concernant Laurent Gbagbo, qui est intervenue le 25 septembre 2020, devait être exécutée à partir du moment où cette décision est tombée avant le 21 avril 2021. Alors si la décision n'est pas exécutée, j'aimerais poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une interférence du politique du gouvernement dans l'exécution de cette décision qui était opposable à la Côte d'Ivoire? S'il y a eu interférence, et donc ça suppose que l'affaire n'est pas totalement judiciaire. Voilà. À défaut, s'il n'y a pas eu d'interférence politique, dans ce cas, la décision devrait être exécutée. Donc actuellement, on ne devrait pas être en train de discuter de pourquoi il n'est pas sur la liste électorale. Très bien. Guillaume Bateau? Ah oui. Bon, moi je ne suis pas juriste. Docteur Bangali a fait beaucoup de développement s'appuyant sur la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples. Moi, pour répondre au professeur Dano Didier, le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas être sur la liste électorale provisoire. À partir du simple moment où il en a été radié en 2020. Or, je prends l'article 7 du Code électoral. Il est clair. La liste électorale contient les éléments d'identification des électeurs, à savoir numéro d'ordre, numéro d'enregistrement unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous inscrivez, vous avez un numéro unique. Or, le président Laurent Gbagbo était déjà sur la liste électorale en 2009-2010. Donc, ce qui s'est passé quand il est revenu de l'AE,
ce retour devant les agents de la CEI, le président Gbagbo savait que cela ne pourrait pas prospérer. Parce qu'on ne pouvait pas lui attribuer un deuxième numéro, puisque le numéro d'identification est unique. À partir du moment où il a été radié en 2020, pour des raisons que nous connaissons tous, la seule chose qui aurait pu le ramener sur la liste électorale, c'est que la raison pour laquelle il a été radié a été effacée. Or, en la matière, il a été condamné. Tous les recours sont épuisés. En tout cas, pour ce que les juristes que nous avons consultés nous ont dit, tous les recours ont été épuisés. Le seul recours qui reste aujourd'hui au président Laurent Gbagbo, c'est une amnistie. En dehors de ce recours, je ne vois pas comment la CEI, qui s'appuie sur le code électoral, parce qu'on a voulu faire le débat pour dire que la décision qui a été rendue par le tribunal concernant le président Laurent Gbagbo ne contenait pas la déchéance de ses droits civils et politiques, mais la CEI n'avait même pas à regarder la décision, si la décision contenait la déchéance des droits, parce que l'article 4 du même code électoral que j'ai devant moi est aussi précis. Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment les individus condamnés pour crime, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs. Les faillis non réhabilités, les individus en état de contumace, les interdits, les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et plus généralement ceux pour lesquels les lois ont décidé cette interdiction. Ça veut dire quoi? À partir du moment où la décision qui a été rendue par le tribunal condamne le président Laurent Gbagbo à 20 ans... Vous êtes venu avec la décision? Oui, j'ai la décision. Allez-y. Voilà. Condamne le président Laurent Gbagbo à 20 ans. La CEI ne fait que tirer la conséquence de cette décision. Elle n'a même pas cherché à savoir si la décision contient la déchéance des droits. Donc c'est ce que la CEI a appliqué. Donc le président Laurent Gbagbo et ses avocats savent très bien que tant que cette décision n'est pas annulée par une amnistie, il ne peut pas être sur la liste électorale. Alors, donc, de mon point de vue, ce n'est même pas un débat de droit. Du point de vue de droit, le débat est clos depuis 2020. Ce qui se passe en ce moment, c'est une tentative de la part du président Gbagbo et de ses amis de remettre sur le tapis un débat qui est juridiquement clos pour espérer avoir la sympathie de l'opinion, mettre une sorte de pression sur le président de la République pour obtenir une amnistie. Moi, je pense qu'ils auraient pu procéder autrement, demander clairement une amnistie, parce qu'ils savent très bien que les procédures, du point de vue strictement du droit, sont épuisées et que le seul recours qui lui reste, c'est l'amnistie. On aurait tellement aimé avoir un avocat ou la chef de cabinet du président Gbagbo sur ce plateau pour aborder cette question. Je vais préciser à nos téléspectateurs encore une fois qu'on a essayé de les avoir. Malheureusement, l'invitation a été déclinée à la dernière minute. Maître Youssouf Meïté, réaction? Bon, pour réagir à cette situation, il faut déjà rappeler pourquoi M. Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale. Ça a été évoqué, c'est à l'issue d'une condamnation qui est devenue irrévocable. Nous avons fait ce débat ici plusieurs fois. À partir du moment où la condamnation est devenue irrévocable, j'ai attendu de la part de l'avocat de M. Gbagbo, qui n'est pas sur le plateau, disant que cette condamnation ne contient pas des mesures complémentaires, des peines complémentaires, des peines de droits civiques et politiques. Mais comme Guillaume Bateau l'a si bien rappelé, on n'a pas besoin de regarder la condamnation. À partir du moment où l'article 4 du Code électoral dit, à partir du moment où vous avez été condamné pour vol, escroquerie, et vous êtes en état de contumace, vous ne pouvez pas figurer sur la liste électorale. Bon, maintenant, on me parle de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Effectivement, la Côte d'Ivoire a ratifié ce traité, la Côte d'Ivoire a souscrit à cette Cour africaine des droits de l'homme. Normalement, cette décision devait s'appliquer à l'État de Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que la décision qui a été rendue est complètement contraire aux dispositions du Code électoral et de la Constitution ivoirienne. En quoi est-ce qu'elle est contraire? Elle est contraire parce que le Code électoral dispose que le contentieux électoral devant le juge des élections est statué en premier et dernier ressort. À partir du moment où une décision a été rendue, cette décision ne peut plus faire l'objet de recours d'appel. C'est vrai que les avocats de M. Gbagbo sont allés devant la Cour africaine des droits de l'homme qui a rendu une décision contraire. Mais pour que cette décision rentre dans l'ordonnancement juridique en Côte d'Ivoire, il faille que l'État de Côte d'Ivoire modifie ses dispositions
de la loi concernant le code électoral et ses dispositions concernant la Constitution. Mais aujourd'hui, on s'acharne sur le Conseil, la Commission électorale indépendante. On l'accuse de tous les péchés d'Israël. La Commission électorale indépendante n'était pas partie à ce procès. La Commission électorale indépendante radie les personnes sur la liste électorale conformément au code électoral, conformément aux décisions qui ont été rendues. Il appartenait à l'État de Côte d'Ivoire de dire à la Commission électorale, il y a une décision qui a été rendue, voilà cette décision, et la Commission électorale indépendante se renseigne auprès du ministère de la Justice pour voir réellement si cette décision était applicable. Ça n'a pas été fait parce que ça demande beaucoup de choses. À l'état actuel des choses, force est de constater qu'il est normal que M. Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale parce qu'il a été condamné et conformément à l'article 4, il ne peut pas y figurer. J'ai vu et j'ai entendu des débats qui consistent à dire que M. Gbagbo pouvait s'inscrire sur la liste électorale. C'est vrai que la consoeur Abiba Touré n'est pas là, mais je pense qu'on peut relever le fait que c'est totalement erroné parce que l'inscription sur la liste électorale se déroule une seule fois. L'article 7 a été rappelé par M. Guillaume Gatto. Ça dit que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut avoir un numéro d'enregistrement unique, un numéro d'ordre. Il faut avoir le nom et prénom, les empreintes digitales avec code barre, ce qui veut dire en réalité qu'on s'inscrit une seule fois sur la liste électorale. Et le contentieux en matière électorale se passe lorsqu'il y a eu radiation des personnes sur la liste électorale et lorsqu'il y a eu changement. C'est à l'occasion de ces événements-là qu'on pourrait s'approcher de la liste de la commission électorale indépendante pour pouvoir s'inscrire. Or, ce n'est pas le cas de Gbagbo. Le cas de M. Gbagbo recommande qu'il a déjà été inscrit sur la liste électorale, donc il n'a pas à s'inscrire une deuxième fois. Il appartenait à lui d'engager les procédures pour pouvoir y figurer, mais malheureusement, il a perdu devant la commission électorale indépendante, devant le tribunal chargé du contentieux électoral. Donc, fort de cela, s'il devait être inscrit sur la liste électorale, il devait envoyer une décision qui atteste qu'il mérite d'être inscrit et que les conditions qui l'ont écarté sur la liste électorale ne sont plus valables. Il n'y a plus d'inscription. Il suffit que la commission électorale indépendante rentre dans les bases de données, faire ressortir les éléments d'identification, parce qu'il n'a pas changé de nom, il n'a pas changé de prénom, il n'a pas changé de lieu de naissance. Très bien. Voilà. Donc, pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale, ça n'a pas besoin d'une nouvelle inscription. Donc, ce qu'elle a dit, c'est totalement faux. À la fin, Wakili, il y en a aussi qui estiment que le président Laurent Gbagbo, parce que l'administration ivoirienne ayant admis qu'il soit le président du PPACI, de facto, lui reconnaissait ses droits. Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de confusion et il apparaît aujourd'hui qu'il n'y a pas des peines complémentaires privant le président Laurent Gbagbo de ses droits civiques et politiques. Et si on s'en tient à cela, il est donc régulièrement président du PPACI. Voilà. Et être sur une liste électorale est une partie des droits civiques et politiques. Être électeur, être éligible, c'est une partie des droits civiques et politiques. Donc, cette partie, ce droit d'être électeur et d'être éligible, lui est retiré momentanément en vertu de l'article 4 du Code électoral. À la suite, justement, de la décision de justice qui est là, avec nos éminents avocats, je veux poser une question. Quelqu'un qui est condamné pour complicité de vol, est-ce que cela vaut un vol? Il est condamné pour complicité de vol. Est-ce qu'il a volé? Il est complice d'un vol, mais est-ce qu'il a volé lui-même? Parce que dans le code électoral, l'article 4 évoqué par Guillaume Gatto fait mention de vol et non de complicité de vol. Je voudrais des précisions là-dessus. 1. 2, pour savoir si valablement le président Gbagbo peut être concerné par cet article 4-là. C'est 1. 2, je veux savoir quel est le numéro d'ordre et le numéro d'enregistrement qui a été attribué au citoyen Laurent Gbagbo en novembre 2022, c'est ça? Lorsqu'il est parti devant la CEI, le récépissé qu'on lui a donné porte quel numéro d'ordre et quel numéro d'enregistrement? Puisqu'il est pas possible, effectivement, à une personne déjà inscrite et étant dans les fichiers de la CEI
de venir s'inscrire une seconde fois. Lorsque cette personne arrive à elle le même nom, la machine doit bloquer. Donc, je suppose que le président Gbagbo n'a pas eu un nouveau numéro d'ordre et je suppose qu'il n'a pas eu un nouveau numéro d'enregistrement. Je suppose. Il faudra vérifier cela. La vigilance à ce niveau-là devrait avoir été exercée. Si nous supposons que le même numéro d'ordre lui a été donné et que le même numéro d'enregistrement lui a été donné, alors on peut conclure valablement que le président Gbagbo n'a pas fait l'objet d'une nouvelle inscription. Il est allé actualiser. On considère que cette présence devant la commission électorale indépendante est une actualisation qui peut se comprendre. Il y a un piège assurément. L'actualisation peut se comprendre puisque M. Gbagbo, Laurent, quand il était sur la liste en 2010, il votait à un endroit, il était au palais présidentiel en qualité de président, il n'est plus au palais. M. Gbagbo, Laurent, n'habite pas à la Riviera actuellement où il a habité, qui était son domicile connu. Il est dans un autre quartier aujourd'hui. Donc c'est autant de raisons qui peuvent justifier une actualisation de ces données-là. Et pour ce faire, il faut se présenter devant la commission électorale indépendante. De mon point de vue, il y a eu abus de tous les côtés. Lorsque, du côté du PPACI, lorsqu'il considère que c'est une nouvelle inscription et qu'il y a droit, moi j'estime que ce n'est pas une nouvelle inscription, il n'y a pas droit, mais j'aurai l'occasion de revenir de mon point de vue sur des possibilités pour un citoyen d'opérer plusieurs inscriptions. Et dans l'absolu, il n'est pas interdit d'avoir plusieurs inscriptions, à une condition que l'inscription précédente n'ait pas été entérinée. Très bien. Voilà. C'est-à-dire, un citoyen qui a 17 ans, il passe s'inscrire. Il passe s'inscrire. Non. Ou bien s'il a 18 ans, il passe s'inscrire, il ne remplit pas les conditions. Oui. En 2020, il n'est pas sur la liste. Il n'est pas sur la liste. En 2022, à l'occasion de la nouvelle révision, il passe s'inscrire. C'est une actualisation. Il n'a pas été pris en compte. Il s'est inscrit, il n'a pas été pris en compte. On vous a bien compris à la fin, donc, il est possible, pour des circonstances extraordinaires, de s'inscrire à plusieurs raisons. Non, j'explique mon cheminement. On le laisse terminer son développement. La Wakili, allez-y au bout. Je suis bien obligé de vous interrompre. Dans le cas du président Gbagbo, il s'agit d'une actualisation et il y a un abus de tous les côtés parlant d'inscription nouvelle. Et je voudrais qu'on nous donne des informations sur le numéro d'ordre et le numéro d'enregistrement inscrit dans le récépissé qui lui a été remis. C'est un élément qui est important pour la suite des débats. Vous aurez le temps de répondre. Ne vous inquiétez pas. Personnes qui ne sont pas sur la liste électorale. D'accord. Je pense que ça a été suffisamment précis. Vous aurez le temps de répondre. André Silver-Kona, les autres n'ont pas encore parlé. André Silver, allez-y. Merci. Moi, je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails juridiques et tout cela. Parce que le problème de la radiation du président Laurent Gbagbo est un problème politique. Aussi simple que cela. Le procès est un procès politique. Il a été condamné pour complicité de vol, le cas de la BCEAO. Mais ramenons-nous un peu en arrière. Cette affaire de casse de la BCEAO, ce n'était pas la première fois que la BCEAO était cassée en Côte d'Ivoire. Si tant est que, par principe, il fallait juger les choses concernant la BCEAO, on aurait commencé par le cas de la BCEAO de 2003 qui avait été imputé à la rébellion. Première chose. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu de décision des autres États comprenant, constituant la BCEAO, commandant donc des poursuites à l'encontre du président Laurent Gbagbo et de ses autres accusés dans l'affaire. Affaire politique. Il a été condamné à 20 ans, rappelez-vous, je crois en 2018-19. Et ce jour-là, il avait plusieurs accusés. Lui, il était absent. Gilbert Akembo, Désiré Dallo, Justin Katina Kone et 2 ou 3 autres. Mais Gilbert Akembo et Désiré Dallo étaient dans la salle. Il n'y a pas eu de délivrance de mandat de dépôt à leur encontre. C'est un problème politique. C'est un procès politique. Et donc, aujourd'hui,
moi, j'ai beaucoup de peine. Parce que, voyez-vous, les histoires d'exclusion ont créé toujours des problèmes à la Côte d'Ivoire. 1995, il y aura bientôt 30 ans, le boycott actif. Et justement, l'une des conséquences de l'exclusion de M. Ouattara, qui était alors opposant. Rappelez-vous, la loi de la Côte d'Ivoire ne me permet pas d'être candidat. C'est alors l'opposant Alassane Ouattara qui disait cela. Mais on est passé donc de l'instrumentalisation des tests de la loi à l'instrumentalisation de la justice. Mais pendant combien de temps allons-nous faire cela? Moi, je ramène vos téléspectateurs à une déclaration du président Alassane Ouattara en visite d'État à Katiola en 2019. Il a dit il n'y aura pas d'exclusion. Tout le monde sera candidat. Mais quand il le disait, le président Laurent Gbagbo était encore à la CPI. Et sans doute qu'on pensait qu'il resterait à la CPI. Mais il est rentré en 2021. Mais ce même jour, le président Alassane Ouattara a dit autre chose. Il a dit, si mes autres challengers sont candidats, moi aussi je serai candidat. Mais aujourd'hui, il est établi que le président Laurent Gbagbo a été exclu. Le président Henri Konan Bédié aura 91 ans en 2025, donc c'est peu probable qu'il parte. Mais on a bien compris que tout cela participe de la stratégie du RHDP de présenter le président Alassane Ouattara à une élection présidentielle sans qu'il n'ait en face de lui d'autres concurrents sérieux. Voilà le problème. C'est un problème politique. Très bien. Maître Meïté, vous êtes député RHDP de Kani. Par ailleurs, vous êtes avocat. Donc, ce soir, vous êtes bien à l'aise pour vous prononcer sur ces questions qui touchent en même temps au droit et à la politique. Pour André Sylvain Conan, c'est un procès politique. Que répondez-vous? Je voudrais en fait remercier l'ensemble des intervenants, mais surtout demander à ce qu'on pose les problèmes. Vous savez, quand un problème est mal posé, on va dans tous les sens. À écouter mon précédent intervenant, pour moi, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, sur le plateau, tous les points qui ont été discutés révèlent deux questions majeures. Lesquelles? De mon point de vue. La première question, c'est de savoir si l'intervention de M. Sébastien Dano-Djedje est cohérente avec la loi. À savoir que, à partir du moment où le président Laurent Gbagbo s'est présenté dans un centre d'enrôlement, qui s'est fait enrôler selon lui, son nom devait figurer sur la liste électorale. Je crois que c'est la thèse qui a été développée notamment par la chef CAB de M. Laurent Gbagbo et par ailleurs avocat de ce dernier. Je vais parler de Maître Abiba Touré, qui a soutenu effectivement la même thèse. Mais cette perception est parfaitement erronée à la lumière de la loi des textes. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Et deuxièmement, je vais revenir, avant d'arriver effectivement à l'intervention tout à l'heure de mon prédécesseur, ce qu'il faut savoir, c'est que le processus électoral est gouverné par des textes. Il y a le code électoral, qui a été brillamment cité tout à l'heure par Guillaume Bateau, ensuite par Meïté. Ce que je voudrais dire, c'est que les textes qui gouvernent le processus électoral, il y a deux. Il y a d'abord le code électoral. Il y a ensuite le décret qui porte sur la révision, les modalités de la révision. Il y a un décret sur la question, je crois qu'il date de 2022, si je m'en abuse. Et à la lecture de ce décret, à l'article 9 et suivant, donne une réponse claire aux allégations de M. Sébastien Dano-Djedje et par ailleurs aux déclarations effectivement de M. Abiba Touré. La commission électorale indépendante est un organe de délibération. La commission électorale indépendante reçoit effectivement toutes les personnes qui font acte de candidature à l'inscription sur la liste électorale. Et à la suite effectivement de cette inscription, il y a une délibération, effectivement, pour voir quels sont ceux parmi ces personnes qui ont manifesté intérêt, qui ont droit à figurer effectivement sur cette liste électorale-là. C'est ce qui a été fait. Lorsque le président Gbagbo s'est fait enrôler, on s'est rendu à l'évidence qu'il ne remplissait pas les critères, en application notamment de l'article 4, comme ça a été dit tout à l'heure par Maître Meïté. La commission électorale indépendante, conformément donc à ses prérogatives,
qui relève de ce décret que je vais les citer tout à l'heure, amène effectivement cette commission à ne pas l'inscrire sur cette liste-là. Mais ce qu'il faut savoir en outre, c'est que la commission électorale indépendante, j'ai entendu pas mal de choses, j'ai été estomaqué, j'ai été étonné de l'étonnement effectivement du PPACI de ne pas voir le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que la CEI est composée, si je m'en abuse, de 18 membres. Et ce qu'il faut savoir, et j'entends très souvent les gens dire qu'il y a des représentants de partis politiques au sein de la commission électorale indépendante, ce qui n'est pas exact. La loi qui a été votée relativement à la commission électorale indépendante, à laquelle j'ai participé, donc à laquelle votation j'ai participé, a mis un terme, a mis fin à la représentation au sein de la CEI. Donc désormais, depuis effectivement la dernière modification, les personnalités qui siègent à la CEI sont des personnalités qui sont proposées certes par certains partis politiques, par des partis politiques, selon des critères spécifiques. Mais une fois que ces personnes sont proposées, elles ne viennent pas en tant que mandataires de leur parti politique. Donc c'est des Ivoiriens qui sont assermentés, qui viennent prendre l'engagement de se conformer à la loi. Et ces 18 personnes forment la CEI. Quand j'entends M. Abiba Touré s'en prendre vraiment de façon inélégante au président de l'institution, j'avoue, j'ai été choqué. Et qui plus est, c'est une avocate. Je pense qu'en tant qu'avocate, elle se doit quand même d'avoir l'égard pour les institutions quand même d'une république. Au-delà, mais je peux comprendre aussi qu'elle ne s'est pas encore acclimatée. Quand on est avocat au barreau de Paris, quand on essaie de jouer effectivement, d'occuper un poste politique en Côte d'Ivoire, il est bien séant de s'acclimater, de se mettre aux normes des dispositions légales en vigueur en Côte d'Ivoire. Je pense qu'elle a le temps effectivement de se mettre, elle a le temps, n'est-ce pas, de se mettre en règle, d'apprendre davantage des dispositions légales en Côte d'Ivoire. Bon. Et elle comprendra. Elle n'est pas là. Elle comprendra. Non, je le dis. Oui, bien sûr, on va pas faire un procès pour... Elle comprendra que manifestement, la lecture qu'elle a de la non-inscription de M. Laurent Gbagbo est complètement erronée. Mais au-delà, pour revenir effectivement sur la déclaration tout à l'heure de M. André Sylvain Conan, je voudrais dire qu'il faut éviter de caricaturer tout. Et puis, il faut éviter, surtout, quand on est journaliste, et je voudrais effectivement, c'est vraiment de façon sincère que je le dis, nos concitoyens sont confrontés à un manque d'informations. Toutes les informations aujourd'hui sont prises sur les réseaux sociaux. Quand des déclarations viennent de M. André Sylvain Conan, il y a des personnes qui prennent ça comme vérité. À partir de ce moment, pour moi, avant de faire une déclaration, il faut soi-même aller à l'information vraie. De quoi s'agit-il? Il a soutenu tout à l'heure qu'il s'agissait effectivement d'un problème politique, pour la simple raison que le procès qui s'est tenu, donc qui concernait M. Laurent Gbagbo relativement à la casse de la BCEAO, était un procès politique. Ça, c'est grave. Et pour justifier, il prétend que c'est parce qu'effectivement, il y a eu une casse précédente de la BCEAO, que dès lors que ces personnes n'ont pas été jugées, ce qui crédibiliserait, selon lui, la posture politique. Cela est aberrant. Il y a qu'il faut considérer, ça c'est un droit positif ivoirien, comme dans divers pays, il y a l'opportunité des poursuites. André Sylvain Conan peut commettre un délit avec Maître Méhité, mais le parquet peut décider, mais à toute légalité, de poursuivre M. André Sylvain Conan ou de poursuivre Maître Méhité et de ne pas poursuivre M. André Sylvain Conan. Cela n'est pas illégal. Il doit le savoir. Deuxièmement, ce qu'il doit savoir, c'est que, j'ai entendu parler aussi de la Cour africaine des droits de l'homme, il a dit, mais c'est une méconnaissance des règles. La Cour africaine des droits de l'homme, la décision qui est prise, rendue par la Cour africaine des droits de l'homme, n'est pas une décision qui est exécutoire de facto en Côte d'Ivoire. Parce qu'au regard des dispositions de l'article 30, du protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme, il faut le savoir, par cette disposition, les États se sont engagés à exécuter les décisions qui sont prises par la Cour. Les États se sont engagés à exécuter. Ce n'est pas le cas, effectivement, de la CCJA, par exemple. En matière de l'OADA, les décisions qui sont prises par l'OADA sont des décisions, effectivement, qui intègrent l'arsenal juridique de notre pays. Mais au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, il faut nécessairement que l'État manifeste intérêt en faveur de l'exécution de cette décision.
mais ce qui n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a clairement affirmé que sur cette cour, et légitimement, qu'il pesait une suspicion, somme toute légitime. En ce que, d'une part, et je voudrais quand même le dire, en ce que, d'une part, lorsqu'il y avait l'affaire Guillaume Soro, c'est ce qui a tout déclenché, vous avez pu noter que l'un des avocats de M. Guillaume Soro était par ailleurs l'associé du président de cette cour, continue d'être associé parce qu'effectivement ils sont associés au même cabinet, aurait associé, dans lequel cabinet occupe M. Diallo Mamadou, et cette cour, effectivement, qui doit connaître ce contentieux. Donc, naturellement, la Côte d'Ivoire a estimé qu'en même temps qu'elle a pris un engagement de se conformer, l'engagement d'exécuter les décisions de la Cour, mais la Cour aussi a pris un engagement d'impartialité. À partir du moment que la Cour a rompu cet engagement, il était quand même normal que la Côte d'Ivoire, en toute responsabilité, en toute souveraineté, décide de ne plus continuer à cette Cour. Très bien. On va parler d'une année, effectivement, une année que la Côte d'Ivoire devait observer, mais c'est la même chose. La Côte d'Ivoire, en toute responsabilité, a décidé de ne pas exécuter les décisions de la Cour. À partir de ce moment, la décision qui a été rendue en faveur de Guillaume Soro, ou Laurent Gbagbo, quelle est la portée de cette décision sur les institutions de la Côte d'Ivoire? Quand la Côte d'Ivoire choisit de ne pas les exécuter, et ces décisions sont opposables à l'administration judiciaire, à l'administration ivoirienne. Voici les questions. Parfait. Je veux préciser à tous nos téléspectateurs et internautes que le PPACI a été invité. Nous souhaitions avoir sur ce plateau ce soir Maître Abiba Touré, qui est avocate et chef de cabinet du président Laurent Gbagbo. Malheureusement, le parti a décliné. Il nous est indiqué que les commentaires, notamment sur le fil Facebook, les gens réclament une participation du PPACI. L'invitation a été envoyée, le parti a décliné l'invitation avant cette émission. Docteur Mangali, réaction? Oui, je veux réagir sur les deux interventions des deux maîtres Méïté, parce que là on a des Méïté au carré. Alors, commencer par la dernière intervention. Alors, Maître Méïté a relevé le fait que la décision n'a pas été exécutée par la Côte d'Ivoire. Cela confirme le fait qu'il y a eu des interférences politiques dans la procédure. Parce qu'à partir du moment où une décision de justice a été rendue au niveau de la Cour africaine de justice et que l'État de Côte d'Ivoire décide de ne pas exécuter la décision, je pense que c'est bien une interférence politique. À partir du moment où la position du gouvernement était que le gouvernement n'interférait pas dans une procédure judiciaire. C'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas trouver des raisons pour ne pas se soumettre à la justice. Je pense que si on veut aujourd'hui, sur la base des arguments qu'il a relevés, mettre en doute l'impartialité de cette Cour, on peut appliquer le même raisonnement au système judiciaire ivoirien, où vous avez une partie des magistrats, et les magistrats du parquet qui sont nommés par le ministère public, qui ont pour supérieur hiérarchique le ministre de la Justice. Donc si on veut appliquer le même principe, on considère qu'on ne peut pas faire confiance à une justice où vous avez une partie, les magistrats du parquet, qui sont nommés par le ministre de la Justice, qui ont pour supérieur hiérarchique le ministre de la Justice, qui est un membre d'un parti politique. Et en plus de cela, même les magistrats de siège, qui sont censés être indépendants, mais leurs affectations sont faites par le ministère public. Donc ce ne sont pas entièrement des personnes qui sont libres déjà. Donc je pense qu'il ne faut pas trouver des subterfuges pour éviter que le pays honore son engagement vis-à-vis de cette Cour-là. C'est la première des choses que je voulais relever. La deuxième des choses, pour répondre à Maître Méïté Youssouf, qui a voulu expliquer le fait que la Côte d'Ivoire ne se soit pas pliée à la décision de la Cour africaine de justice, en raison du fait que cette décision violait un article du Code électoral. Je pense que je vais lui envoyer l'article 87 de la Constitution de la Côte d'Ivoire qui dit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Donc je considère que sur ce point, à partir du moment où la Côte d'Ivoire s'est engagée auprès de la Cour africaine de justice en ratifiant son protocole, eh bien il faudrait qu'on ne trouve pas des subterfuges à partir du moment où nous avons pris l'engagement librement et que l'article 30 qui a été cité tout à l'heure dit que les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige. Donc, quel que soit l'argument qu'on trouve, je pense que ça ne serait utile que pour justifier, pour camoufler l'émission du politique dans une procédure judiciaire qui a connu peut-être
son évolution au niveau des juridictions nationales, mais qui ont leur prolongement au niveau supranational. Donc, à partir du moment où l'État de Côte d'Ivoire fait obstruction à l'application de la décision de justice émise par la Cour africaine de justice, il y a bien une interférence du politique dans la procédure judiciaire, et on considère que s'il y a interférence politique, cela confirme la thèse développée tout à l'heure par André Sylvain Conan, que la procédure n'est juridique qu'en apparence, mais dans le fond, il y a des implications politiques, des pesanteurs politiques qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement aller vers une solution politique et ne pas continuer de brandir les justificatifs liés au fait qu'on doit respecter les procédures judiciaires. Youssouf Maïté. Bon, je réponds directement à M. Bangali pour lui dire que l'article qu'il vient de citer, c'est-à-dire que les traités, règlements ratifiés doivent être exécutés. Mais ce qu'il oublie d'ajouter, c'est qu'en droit international, c'est-à-dire que les dispositions de la Constitution sont supérieures aux traités. Il y a beaucoup de jurisprudences qui ont été rendues en la matière, la jurisprudence Saran, la jurisprudence Koné. Donc, à partir du moment où un traité est en contrariété avec la Constitution, il faut obligatoirement une révision de la Constitution. C'est une disposition de la Constitution. Il se trouve que la Cour africaine des droits de l'homme, qui rend des décisions qui sont effectivement exécutoires, mais on ne peut pas s'empêcher de relever quand même quelques dysfonctionnements de cette Cour-là, qui rend des décisions souvent incongrues, aberrantes, qui rentrent en contradiction avec les dispositions de la Constitution des pays. Je cite quelques cas. Vous allez voir que au Bénin, par exemple, très rapidement, au Bénin, cette Cour-là est allée au-delà de sa compétence. Voici une difficulté qui opposait un individu sur le droit au Hada, et alors qu'il y a une juridiction spécialement chargée de régler, de juger des contentieux concernant le droit au Hada, mais la Cour africaine des droits de l'homme s'est permise de trancher ce litige-là. Je n'aurai pas encore concernant les difficultés. Ce que vous dites, c'est que pour vous, la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas crédible. N'est pas crédible, non, j'essaie d'argumenter. Terminé. Voilà, je termine. Que la Cour africaine des droits de l'homme rend souvent des décisions qui ne relèvent pas de ses compétences. Par exemple, quand la Cour africaine des droits de l'homme demande à l'État béninois d'abroger une réforme de la Constitution, parce qu'un individu allait saisir cette Cour-là pour dire qu'il y a des dispositions de la Constitution qui, lui, le dérangent. Est-ce que c'est le droit de cette Cour-là? Est-ce que c'est le devoir de cette Cour-là de se prononcer sur les dispositions? Ça n'a rien à voir avec le cas ivoirien. Hein. Le cas ivoirien, j'en reviens. Ça n'a rien à voir. J'en reviens sur le cas ivoirien. Terminé, Est-ce qu'il relève de la compétence de cette Cour-là de se prononcer sur la Constitution, de demander aux États d'abroger la Constitution? J'ai dit non. Maintenant, je réponds concernant au dossier de Gbagbo, tel qu'a été exposé par André Sylvain Conan, qui dit que c'est un dossier politique. Mais il se trouve qu'il y a eu des faits. Est-ce que, oui ou non, il n'y a pas eu une instruction au sein de la BCAO pour aller prendre illégalement des devises et des sommes? Ça, c'est une infraction. Est-ce que le fait de juger ces infractions-là constitue un procès politique? Je dirais non. Il a dit tout à l'heure que des individus qui ont été jugés n'ont pas eu de mandat de dépôt. Effectivement, Gbagbo Leroy qui a été jugé, qui a été condamné, dont la décision est devenue irrévocable, il est venu en Côte d'Ivoire. Normalement, il aurait dû être arrêté pour être emprisonné, mais ça n'a pas été le cas. Problème politique. Non. Donc, je vais vous dire que ce n'est pas forcément un problème politique. À partir du moment où il y a eu des condamnations, mais par rapport aux procédures de réconciliation et autres, il y a eu une loi d'amnistie qui a été prise vis-à-vis de ces personnes qui étaient condamnées, mais Gbagbo n'était pas concerné. Je pense que ce que les partisans de Gbagbo doivent faire, c'est de saisir le Parlement, ils ont un groupe parlementaire, demander une loi d'amnistie. Voilà, là, maintenant, on vient en politique. Très bien. Voilà. Okay. Alors, monsieur Hippo Bernardin nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Bernardin. Hippo. Vous nous entendez ou pas? Est-ce qu'il peut éteindre son poste récepteur? Certainement des problèmes techniques. On reviendra à lui, peut-être. Guillaume Bateau? Oui. Avant la pause? Moi, je pense qu'on veut nous envoyer dans un débat juridique qui n'en est pas un. Je le dis, du point de vue strictement du droit, ce débat est clos depuis septembre 2020. Et les recours
ont été épuisés. Aujourd'hui, on ramène le débat alors qu'on savait pertinemment que le président Gbagbo n'était pas sur la liste. On utilise des subterfuges. Alors, je vais répondre un peu à mon frère Bangali, qui parle des magistrats qui sont nommés. Mais Bangali, c'est fait en Côte d'Ivoire depuis 1960. Ah oui, les magistrats sont nommés par le ministère de la Justice. Ça, c'est pas nouveau. Tout ce que tu as évoqué, c'est pas nouveau. Donc, et c'est constitutionnel. Quand le président Oufou était au pouvoir, les magistrats étaient nommés de la même façon. Quand le président Bédié est arrivé au pouvoir, les magistrats étaient nommés de la même façon. Quand le président Gbagbo lui était au pouvoir, les magistrats étaient nommés de la même façon. Donc, c'est pas ça le vrai problème. Donc, il ne faut pas... Parce que si on va en te suit, ça veut dire qu'on remet en cause même... Je répondais au raisonnement que quand tu expliques que par le simple fait que les magistrats sont nommés par... Encore qu'il y a comment on appelle ça? Il y a des procédures. Il y a des procédures. Et que le ministre de la Justice ne se lève pas pour faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, il ne faut pas... Si on rentre dedans, c'est le fondement de l'État même qu'on attaque. Donc, je pense que ce n'est pas notre objet. Deuxièmement, je veux répondre à l'affaire qui a posé 2 ou 3 questions. Premièrement, la décision de condamnation du président Gbagbo comprend plusieurs aspects. Il a parlé de complicité de vol. Mais il n'y a pas que ça. Je vais vous lire quelques extraits de... Très rapidement, Guillaume Bateau. Oui. Donc, effectivement, M. Laurent Gbagbo, Akengbo Gilbert, Désiré Dallo ont été condamnés, jugés coupables de faits de complicité de vol en réunion à main armée et avec effraction. Ça, c'est une première partie. Mais il suit aussi qu'ils ont été condamnés, sont jugés coupables de faits de détournement de deniers publics. Or, justement, l'article 4 du Code électoral vise clairement les détournements de deniers publics. Maintenant, parce que il faut pas... Moi, je ne dis pas que cette décision qui a été rendue, elle est juste ou elle est injuste. C'est pas ça le débat. C'est déjà fait, c'est irrévocable. C'est pas ça le débat. Même si on considère qu'elle est injuste, parce que mon ami André Sylvain Konan nous dit que toutes ces politiques dont tout a été fait contre le président Gbagbo, c'est injuste. C'est son droit de le dire, c'est pas mon point de vue, mais c'est son droit de le dire. Même si on considère que cette décision est injuste, mais c'est une décision de justice qui existe. On ne peut pas la nier. Et ceux qui veulent la contester, ils avaient des recours qu'ils ont épuisés. Et qu'aujourd'hui, donc, rendent cette décision définitive. Irrévocable. Irrévocable. Et donc, la seule solution qui s'offre au PPACI et à son chef, c'est de... Alors, Maître Médé Youssouf a avancé une piste. Ils ont un groupe parlementaire, ils sont en alliance avec le PDCI au Parlement, donc ils ont beaucoup de députés. Ils peuvent initier une loi d'amnistie venue des députés proches du président Bédié Gbagbo. S'ils ne pensent que c'est trop compliqué, ils n'ont qu'à demander tranquillement au président Ouattara. Bon, monsieur le président, on s'est rendu compte que le président Gbagbo a été condamné, il n'était pas là, pour des raisons que vous savez. Il est venu, il ne peut pas s'inscrire sur la liste électorale. Vraiment, on vous demande pardon. L'amnistie que vous avez prise en 2018, élargissez-la au président Gbagbo. Ou prenez une autre amnistie pour lui seul. Après, à ce moment, les choses sont simples. Mais faire comme si on ignorait qu'il était absent de la liste électorale, c'est faire de la diversion. Et je termine par la deuxième réponse à mon ami Alafé qui dit il est allé se présenter devant les agents de la CEI, on lui a donné le numéro d'ordre, on lui a donné un récépissé. Non. Le document qu'on lui donne, c'est le reçu pour dire qu'il est venu donner des informations. C'est tout. Très bien. Parce que c'est une phase de collecte des informations. Après, la CEI se retrouve et traite les informations. C'est à partir de ce moment. Donc, la CEI, les agents de la CEI, il y en avait une trentaine de milliers, 30 000 environ, qui étaient sur l'ensemble du territoire. Vous pensez que ces agents avaient le pouvoir de refouler? Si on leur donne le pouvoir de refouler les gens, ça va être le cafouillage. Donc, eux, leur rôle strict, c'était de recevoir. Vous pouvez venir, vous présenter, vous dites, je m'appelle Guillaume Bateau, je veux m'inscrire, voilà les documents. Et leur rôle, c'est de recueillir ces informations. Vous donnez un document pour dire, vous pouvez passer à leur guichet. Le reste, alors, on fait on dit, la machine aurait dû rejeter. Non. Ces machines n'ont pas vocation à rejeter quoi que ce soit. Ces machines ont vocation à enregistrer. Bien entendu, après, il y a des machines pour traiter. Et c'est à ce niveau
Que les machines disent, ah oui, mais M. Gbagbo est déjà sur la liste, était déjà sur la liste, il a un numéro unique, il a été seulement radié parce qu'il a été condamné. Donc on ne peut plus le réinscrire. Et c'est ce traitement qui a été fait après. Donc tout le débat qu'on fait sur sa présence, sur la liste provisoire, tout le monde sait que l'article 4 du Code électoral, l'article 7 du Code électoral règle ces problèmes et c'est clair. On vous a compris, Guillaume Bateau. André Silbert, on va marquer une petite pause. Oui, effectivement. Alors, tout à l'heure, l'exemple qui a été pris par Maître Youssef atteste bien du volet politique du dossier. Il dit lui-même que le président Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, il aurait dû être... il n'a pas été fait. Il n'a pas été arrêté. C'est parce qu'il y a des pesanteurs politiques. Il ne faut pas que... Non, j'ai répondu à votre question. Non, laissez-moi finir. C'est l'exemple parfait de ce qu'on est dans un dossier politique. Alors, tout à l'heure, Guillaume Bateau parle de complicité de vol en revenu en mer. Mais c'est tellement ridicule. C'est tellement risible. Oui, justement. Moi, je lis la décision. Mais c'est pourquoi, justement, on parle de procès politique. Qui a vu le président Laurent Gbagbo avec une arme pour aller braquer la BCEAO? Mais enfin, il faut arrêter cela. Qui a vu Katina avec une arme aller braquer la BCEAO? Il faut arrêter cela. Bref, on était dans un contexte, justement, où il y avait deux gouvernements. Mais je illégal, ouais. Non, je ne vais pas revenir. Tout le monde connaît ma position sur l'élection du président Alassane Ouattara face au président Laurent Gbagbo. J'estime que le président Alassane Ouattara avait gagné. Donc, on n'en est plus là. Oui, mais si tu estimes, il faut en tirer les conséquences. S'il vous plaît, monsieur, vous n'allez pas parler ensemble. Hein. On doit marquer une courte pause, terminée. On n'en est plus là. Mais c'est un procès politique et on le sait. Je vais revenir tout à l'heure sur une déclaration de Maître Meïté. Je ne suis pas juriste, mais je me permets quand même de lui faire une leçon de droit. Ah bon? Oui, je me le permets pour deux choses. Maître, hein. Je me le permets pour deux choses. L'opportunité de poursuite dont il parle. L'opportunité de poursuite ne veut pas dire que le procureur, il dit non, moi je ne m'occupe pas de ça, je ne m'occupe pas de ça. Non, c'est par rapport aux éléments qu'il détient dans le temps. Il ne faut pas qu'on nous ramène à des histoires le procureur est libre de poursuivre telle personne. Concernant la case de la BCEAO. Maintenant, en ce qui concerne donc le problème de la Cour africaine, il était là-bas, je crois, il était aussi à la CPI. Bon, en tant qu'avocat, je constate que partout il passe... Voilà, et donc, concernant la Cour africaine, chaque fois qu'il y a un dossier, les membres qui siègent, sauf, je le dis, sous son contrôle, s'il est honnête, il le dira, les membres qui siègent, s'ils appartiennent à une nationalité, ils sont écartés. Donc le président de la Cour africaine dont il parlait n'a pas siégé dans le cadre du dossier ivoirien. Et donc, quand il fait croire que c'est un ami, un associé d'un avocat de Guillaume Soro, cela n'a aucun sens parce que le président de la Cour africaine n'a pas siégé au cours de ce dossier. Maintenant, concernant la CEI, voyez les images que vous montrez, je ne sais pas si vos téléspectateurs voient cela, mais le président Laurent Gbagbo est allé se faire enrôler. Mais je vous ramène un peu plus en arrière. Le PPACI était allé voir la CEI. Et c'est le président de la CEI lui-même qui a suggéré que le président Laurent Gbagbo devait aller se faire réenrôler. C'est suite à cette séance de travail que le président Laurent Gbagbo allait se faire réenrôler. Alors, au moment où il disait cela, la décision de 2020 avait été déjà actée. Sur quoi le président de la CEI se basait pour dire... Est-ce que vous avez les références? Non, il y a eu cette séance de travail. J'invite vos téléspectateurs qui sont connectés. Est-ce que vous avez des documents j'invite vos téléspectateurs d'avoir des éléments comme preuve de cette... J'invite vos téléspectateurs à faire des recherches sur Google et ils retrouveront cette séance de travail que les représentants du PPACI ont eu avec le président de la CEI. Il y a eu des déclarations. C'est suite à cela que le président Laurent Gbagbo allait se faire réenrôler. Donc, sur quoi se basait donc la CEI à ce moment quand la CEI demandait que le président Laurent Gbagbo se fasse réenrôler? Nous sommes dans un problème. Très bien. Monsieur, rapidement. Non, rapidement. Vous savez, ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est dangereux. Alors, je vais réagir sur deux points, si vous permettez. Allez-y, allez-y. Le premier point, c'est quant à savoir, effectivement, relativement à la case de la BCEAO. Il a fait allusion à une première case de la BCEAO. Qui était au pouvoir? Ce n'est pas Alassane Ouattara, je pense.
On était dans un crime. Non, je laisse terminer. Au contraire, Monsieur, s'il vous plaît, on n'avait pas la parole. Oui, d'accord, allez, La première caste, la BCAO, à laquelle fait allusion, qui était au pouvoir, c'était bien Laurent Gbagbo. Il était loisible, effectivement, d'engager des poursuites. Il avait la justice avec lui ici. Deuxièmement, ce que je vais vous dire, vous avez dit effectivement qu'il s'agit d'une question politique, du moins l'exécution de la décision de justice. Mais l'exécution des décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme relève du politique. Est-ce que je vous explique? Relève du politique. Je vous ai expliqué que l'organe qui est en charge de veiller au respect des décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme, c'est bien le Conseil exécutif. Et ce conseil exécutif, c'est elle qui assure effectivement le suivi de l'exécution des décisions de justice. Deuxièmement, il n'y a pas de contrainte. Quand une décision n'est pas exécutée, quelle est effectivement la conséquence? Je vous explique simplement. Je ne suis pas en train de faire la littérature. Ce n'est pas un article de presse culturel, c'est du droit. Je vous explique simplement qu'au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, les décisions qui sont rendues, il faut nécessairement que l'État partie, dans le cas de l'engagement qui a été souscrit, veille l'exécuter. Si elle ne l'exécute pas, aucune administration, aucun juge ne peut effectivement l'invoquer. Parce que, admettons, pourquoi est-ce que le PPAC ne s'est pas rendu à la justice, fort de cet arrêt, aller effectivement, dans le cas d'un contentieux, par rapport à la décision qui a été rendue, ou bien essayer de mettre en œuvre une voie extraordinaire de recours, et en se prévalant de cette décision. C'est parce qu'ils savent s'ils sont procéduriers, que tant que l'État parti n'a pas manifesté intérêt en faveur de l'exécution de cette décision, rien ne peut, ils ne peuvent rien en tirer. Deuxièmement, et je voudrais revenir effectivement sur le cas qui a été, ce qu'a dit... évoqué par Dr Bangali. Dr Bangali. Ce que je lui ai dit, c'est qu'il faut faire attention. Les juridictions ne se ressemblent pas. Et puis quand on vient dans un débat, c'est vrai qu'on échange chacun de ses positions, mais c'est aussi une occasion d'apprentissage. Comme je le disais tout à l'heure, me faire une leçon, mais je pense qu'il doit quand même aller à l'école de la question. L'opportunité de poursuite, tout comme l'opportunité de poursuite, il a indiqué, il a donné une définition incomplète. J'expliquais simplement que ce n'est pas parce qu'on n'a pas poursuivi X que la poursuite de Y est illégale. Voilà. Il faut qu'il le sache. Deuxièmement, et c'est bon aussi pour Bangali, la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas... pareil, par exemple, que la Cour de cassation en Côte d'Ivoire. N'est pas pareil que la CCJ en Côte d'Ivoire. Il faut savoir simplement que lorsqu'une décision est rendue par la Cour africaine des droits de l'homme, pour que cette décision soit exécutée, il faut la volonté politique d'un État. Et la Côte d'Ivoire, sur la question, a donné son avis. Et la Côte d'Ivoire a décidé en toute responsabilité. Ça, c'est politique. L'exécution relève du politique. Donc, mais le procès relève du judiciaire. Et la Côte d'Ivoire, c'est politique. Pas une décision. S'il vous plaît, même le fait d'appartenir à cette Cour relève du politique. À moins qu'on n'ait pas la même définition de la chose politique. La Côte d'Ivoire a décidé, comme le Bénin, comme le Rwanda, comme la Tanzanie qui abrite cette Cour, ces pays ont décidé de ne pas reconnaître désormais ni cette Cour, en termes effectivement, par rapport à l'engagement qui a été pris. Ni ses décisions. Ni ses décisions. D'accord. Ça relève du politique. La Côte d'Ivoire, en toute responsabilité, a décidé que cette décision ne lui est pas opposable. Il lui appartient effectivement. Et en plus, le Conseil exécutif n'a qu'à prendre acte et donc aller devant effectivement la conférence des chefs d'État pour voir effectivement ce qu'ils peuvent en faire. Ce n'est pas un coup crédible. Une cour ne peut pas être crédible lorsque le pays qui l'abrite, il ne la reconnaît même pas. Je pense que cette cour mérite d'être fermée tout simplement. Merci, Maître Meïté, merci à vous, messieurs. On va marquer une courte pause et on revient juste après. Chers internautes, vous avez un peu plus de 12 000 à nous suivre, notamment sur le live Facebook de l'émission. Merci de rester avec nous. Dans quelques instants, nous reprenons le débat. À partir de cette émission, nous avons évoqué la radiation de la liste électorale de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et cette absence de l'ancien président sur la liste électorale publiée par la CEI a donné suite à des joutes verbales faisant monter d'un cran les tensions entre pouvoir et opposition. À seulement 3 mois des échéances des municipales et régionales, faut-il craindre l'escalade? On fait le point avec Pierre Dippo-Melin et on en parle avec nos invités dans un instant. Laurent Gbagbo, Soro Kibafori-Guillaume et Charles Blé Goudet sont les illustres absents de la liste électorale publiée par la CEI. Si Charles Blé Goudet, président du COJEP, prend avec philosophie cette exclusion considérée comme les effets de sa condamnation par la justice ivoirienne,
Les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo, président du PPACI, qualifient le retrait de leur mentor de la liste électorale de provocation et menacent de mener des actions pour sa réintégration sur la liste des électeurs. Devant ce qui apparaît à ses yeux comme une provocation insupportable, inacceptable, le PPACI condamne sans réserve et rejette totalement la mesure discriminatoire d'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Il la juge inacceptable et il ne l'acceptera pas. Exige le rétablissement immédiat du droit de vote du président Laurent Gbagbo. Le porte-parole du PDCI a donné lui aussi dans le même ton. Cette situation doit être rétablie rapidement pendant la phase de contentieux. On est dans un contexte difficile et fragile. La réaction du secrétaire exécutif du RHDP ne s'est pas fait attendre. Pour lui, il est logique qu'une personne déchue de ses droits civiques ne figure pas sur la liste électorale. Le nom de Laurent Gbagbo n'a pas été retiré de façon abusive ou arbitraire ou sans raison. Il ne bénéficie pas de droits civiques et civils du fait de sa condamnation. Ce n'est pas en prenant la rue que Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste. Ils peuvent gérer cette question dans le tumulte tout comme ils peuvent gérer cette question par la voie du dialogue, en se disant que de toutes les façons, l'amnistie relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Cette passe d'armes a fait monter la tension d'un cran. Des étudiants pro-PPACI ont embouché la trompette des menaces sur les réseaux sociaux, appelant à une intégration immédiate de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et nous lançons un appel. Nous estimons que la CEI est une structure responsable. Et nous voulons profiter de cela pour interpeller la CEI. Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Donc quand vous prenez des résolutions, quand vous prenez des décisions en faveur de Laurent Gbagbo ou en sa défaveur, réfléchissez très bien. Très bien, parce que d'un moment à l'autre, nous allons réagir. À leur suite, d'autres étudiants pro-RHDP ont donné la réplique. Ces menaces font suite, selon eux, à l'absence sur la liste électorale provisoire du nom de M. Laurent Gbagbo, président du PPACI. Face aux propos d'une extrême gravité, le mouvement des élèves et étudiants républicains de Côte d'Ivoire s'interroge sur l'identité réelle de ces prétendus étudiants, car le niveau auquel le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis nos universités depuis produire des étudiants d'un si bas niveau. En effet, s'ils étaient vraiment des étudiants, ils auraient compris que l'article 4 du Code électoral précise les conditions de retrait d'une personne de la liste électorale. À quelques 3 mois des élections municipales et régionales, les joutes verbales dans le climat politique ivoirien ne rassurent pas, selon le professeur Simplice Dion, observateur averti de la scène politique ivoirienne. Je puis dire que ce sont des réactions normales, parce que ceux qui s'attendaient à avoir inscrit le nom du président Laurent Gbagbo sont déçus. Et c'est certainement une façon pour eux d'exprimer leur déception et leur frustration. Seulement, cette manière d'exprimer cette frustration, c'est cela qui inquiète. Parce qu'on a assisté à des déclarations qui sont parfois inquiétantes, parfois belliqueuses, parfois même bellicistes. Et tout ça, ça nous montre que la paix en Côte d'Ivoire est menacée, mais parce que c'est une paix qui a toujours été fragile. C'est pour ça que nous avons toujours demandé à ce qu'on fasse attention à nos mots, à nos paroles et à nos comportements. Certains veulent déjà bander les muscles, mais ce n'est pas la solution. Il y en a d'autres qui demandent qu'on réinscrive le nom du président Gbagbo, mais qui le demandent avec la manière. Je crois que ceux-là sont dans la bonne voie. Je pense que rien n'est impossible en Côte d'Ivoire. Si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat à ces élections locales du 2 septembre prochain, son absence de la liste électorale est vue par ses partisans comme un acharnement du pouvoir contre le président du PPACI, candidat aux prochaines élections présidentielles de 2025, selon ses partisans. Monsieur, est-ce les prémices d'une escalade? On a connu déjà ces moments, pareil, où dans chaque camp, on bombe le torse, on sort les muscles, pour in fine arriver à une crise qui secoue le pays. Est-ce qu'on a besoin de cela encore en Côte d'Ivoire? De mon point de vue, non. Comment on peut prévenir une telle escalade? Alafé Ouakili. Oui, pour sûr, il y a de l'inquiétude, mais je pense qu'après la première réaction du PPACI qui a été énergique et qui a été forte, c'était sous le sceau peut-être de la colère,
il y a une sorte d'accalmie qui aussi peut expliquer le refus de venir sur un plateau pour envenimer peut-être la situation avant d'avoir réuni l'ensemble des éléments de langage pour appréhender la situation à la faveur de toutes les explications qui ont été données suite aux 2 prises de parole du parti, notamment avec M. Katina Koné et aussi avec Abiba Touré. Donc c'est les 2 prises de parole officielles, les 2 prises de parole qui engagent le parti. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres déclarations de partisans, de militants, ça et là. Et je pense qu'il faut s'en tenir aux 2 prises de parole officielles, s'en tenir aux réunions régulières qui se font et espérer qu'une position sera prise qui ne va pas en rajouter. Certainement aux tensions et aux inquiétudes. Relativement à la question peut-être de base qui conduit à avoir cette inquiétude, moi je voudrais rappeler que, sans vouloir rappeler un ancien sujet ou revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que concernant la commission électorale indépendante même qui travaille en ce moment, nous avons eu une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait demandé de réformer cette même commission. Et la décision n'avait pas plu à l'époque au gouvernement. Finalement, le gouvernement, à l'approche des élections de 2020, près de 3 ans après, a estimé qu'il fallait créer un nouveau cadre, un nouvel environnement pour apaiser le processus électoral qui arrivait. C'est alors qu'il s'est basé sur l'arrêt, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, plusieurs années après, pour mettre en place la CI actuelle. Et lorsque le gouvernement a ainsi fait, les opposants, n'étant pas contents, parce qu'eux voulaient une sorte de super organe électoral, ils ont à nouveau saisi la même Cour. Et à cette occasion, la Cour avait rejeté leurs mesures provisoires à demander, permettant ainsi la mise en place de l'actuelle commission électorale indépendante. Cela ayant été fait, ils ont continué à contester et ils n'ont jamais eu valablement gain de cause. Cet élément me permet, parce que demander qu'un seul individu soit réinscrit sur la liste électorale est une décision secondaire, de mon point de vue. Quoiqu'elle soit jugée aberrante et incongrue par rapport à une décision demandant même de réformer la commission électorale indépendante. Et cela fut fait, finalement. Je voudrais inviter, justement, à la mesure, à la modération dans l'appréciation des choses et se dire que, dans la perspective du temps long, quand les uns parlent d'amnistie, quand d'autres parlent de telle ou telle procédure, il y a des possibilités de trouver des solutions pour apaiser la situation et éviter les tensions qui pourront nous rappeler les choses qui se sont passées il y a quelques années dans le pays. Il me paraît important que les uns et les autres fassent preuve de responsabilité pour que nous puissions aborder les élections qui arrivent en septembre, le 2 septembre 2023. Guillaume ? Oui, d'abord, moi je ne suis pas d'accord avec le DG à la fin quand il dit que les réformes apportées ou les améliorations apportées à la CEI ont été faites sur la base de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce n'est pas tout à fait exact. Il faut rappeler quand même qu'il existe des cadres de discussion ici en Côte d'Ivoire depuis longtemps, et des propositions, il y a même des partenaires comme le NDI, d'autres partenaires qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans l'amélioration de son processus électoral. Moi, je suis parfois surpris sur les débats sur la CEI. La CEI actuelle est le fruit d'un long processus. Moi, parfois, je suis étonné que ceux qui, quand ils étaient au pouvoir, ne voulaient même pas entendre parler de la commission électorale, qui s'arc-boutaient sur la nécessité pour l'administration, le ministère de l'Intérieur d'organiser les élections. Je vais parler du PDCI, par exemple. Quand ils étaient au pouvoir, le président Bédié, le président Oufoué, il est parti juste après, comme ça, 3 ans après. Mais quand le président Bédié était au pouvoir, il n'a jamais accepté qu'une commission organise des élections en dehors du ministère de l'Intérieur. Bon, il y a eu ce processus depuis 2000, la CEI a été améliorée au fur et à mesure. Donc il faut continuer de discuter pour que, et dans cette commission, tous les partis significatifs sont représentés. Voilà, y compris
le PPACI et le PDCI. Bon, on dit que ce n'est pas des représentants. Vous voulez venir, Guillaume Maître Méité dit que ce n'est pas des représentants. En tout cas, ils ont proposé des gens qui sont dedans. Voilà. Donc, ça, pour dire que cette commission électorale n'est pas aussi mauvaise, en tout cas, n'est pas la plus mauvaise de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Très bien. Deuxièmement, est-ce qu'il faut craindre l'escalade? Moi, je pense que le PPACI fait de l'agitation. Et ils ne feront rien. Ils savent depuis 2020 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ils n'ont rien fait. Et il y a eu beaucoup de sessions du dialogue politique à l'occasion desquelles ils auraient pu poser clairement le problème. Et ils ne l'ont pas fait. Ils voient bien qu'ils vont perdre les élections locales. Donc, ils créent des feux pour essayer d'enfumer les gens. Ils ne feront rien. Depuis qu'ils ont eu la décision, qu'ils ont su, alors ils le savaient depuis longtemps, mais depuis que la CEI a dit qu'il n'est pas sur la liste, ils ont fait quoi? Des déclarations de M. Katina? Vous pensez que M. Katina peut effrayer quelqu'un encore aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Moi, il ne peut pas effrayer quelqu'un. Guillaume. Oui. On vous a bien compris. Je pense que le PPACI ne fera rien, il n'y aura pas d'escalade, il faut un peu de bruit, après ils vont se calmer, et puis ils vont suivre le bon sens, à savoir soit initier une loi d'amnistie avec leurs députés et leurs amis du PDCI au Parlement, ou bien, ce qui est plus simple, demander pardon au président Ouattara et il va leur accorder cette amnistie pour que le président Gbagbo soit sur la liste. Très bien. Docteur Bangali. Je pense que cette répétition cyclique des mêmes causes qu'on a observées en 1995 et en 2000 témoigne du fait que la Côte d'Ivoire n'a rien appris de ce qui lui est arrivé. Je pense que dans notre histoire, en tant que nation, ensemble, il nous est arrivé que le modèle ivoirien a été secoué par une crise violente en 2010 dans un contexte électoral qui aurait dû être un électrochoc pour nous permettre de nous rappeler que ce qui manquait à la Côte d'Ivoire depuis la mort d'Oufo-Boigny, c'était d'inventer un nouveau modèle de stabilité politique. Oufo-Boigny est l'architecte du premier modèle de stabilité politique qu'il a inventé en 1960 à travers le parti unique. Ce modèle a vécu et est arrivé à péremption en 1990 lorsque il y a le multipartisme qui est instauré. 3 ans après, l'architecte qui a inventé ce modèle de stabilité politique meurt avec son modèle. Et depuis 1993 donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase de transition violente où pratiquement à chaque élection, il y a des morts qui se comptent, qui s'amoncellent, dans les mêmes conditions. Je pense que le choc de 2010 aurait dû être l'électrochoc qui devait réveiller la Côte d'Ivoire parce que d'autres pays ont été confrontés à cette même difficulté d'inventer un nouveau modèle de stabilité politique afin de stabiliser le pays en vue du développement. Je citerai rapidement le cas du Nigeria. Le Nigeria a vécu les 33 premières années de sa vie, a subi 6 coups d'État, une guerre civile qui a causé près de 1 million. Et donc après le choc, le traumatisme qu'a été la dictature de Sani Abacha, quand Obasanjo arrive au pouvoir, la classe politique du Nigeria s'assoit et réfléchit pour savoir quel modèle de stabilité politique on va mettre en place pour que ce qui est arrivé au Nigeria pendant la dictature Sani Abacha ne se répète plus jamais. On a assisté pendant cette dictature à des opposants qui ont été pendus, des gens qu'on a attachés derrière des véhicules, qu'on a traînés dans des stades. Et c'est un choc, un traumatisme pour le Nigeria. Donc il crée un modèle qu'on peut appeler un gentleman agreement où on décide que désormais, quand c'est le tour des nordistes de diriger, tous les partis politiques présentent un candidat nordiste et son adjoint est sudiste. Quand c'est le tour des sudistes de diriger également, tous les partis politiques présentent un sudiste et un adjoint nordiste. De sorte à ce que quel que soit le parti qui gagne, c'est le sudiste qui dirige. Et même quand c'est le cas, c'est au niveau du gouvernement, dans les échelons inférieurs de l'administration, les directeurs centraux viennent de tous les partis politiques. On n'arrache pas des tabourets parce que ce n'est pas votre parti qui est au pouvoir. De sorte que finalement, au Nigeria, les gens ont arrêté de se déchirer autour des élections parce que celui qui arrive va chasser tout le monde dans l'administration, va patrimonialiser la manne publique ou encore lancer des chasses aux sorciers ou empêcher
ses concurrents de pouvoir compétir dans les règles de l'art. Ils ont trouvé donc ce modèle de stabilité qui a fait que leur pays est sorti de ce que la Côte d'Ivoire traverse, c'est-à-dire les morts à chaque élection cyclique. C'est également le cas, le défi que le Ghana a réalisé en mettant en place un club des anciens chefs d'État. Et quand il y a au niveau du marigot politique des secousses violentes qui mettent en péril le vivre ensemble, ils s'appellent entre eux, ils se réunissent, ils mettent 4 sur table, ils tranchent le contentieux et chacun retourne vers son parti pour donner la consigne de ce que tout le monde s'aligne sur ce qui a été décidé par cette sorte de conseil des doyens. Donc eux aussi ont réussi à créer un modèle politique pour stabiliser la démocratie. En Côte d'Ivoire, depuis la mort d'Oufo-Boigny et du premier modèle, nous sommes dans une phase de transition violente qui persiste encore aujourd'hui après 33 ans. Je tiens à rappeler que les 3 grands leaders qui occupent aujourd'hui la scène politique, on considère qu'au plus tard, en 2030, ils seront rattrapés par l'horloge biologique, donc ils vont forcément se retirer de la classe politique ivoirienne. Et donc si on veut calculer, de 90 à 2030, ils auront occupé pendant 40 ans la scène politique et se retirer sans réussir à inventer ce modèle de stabilité qui laisse aux autres générations. Et donc, il leur reste aujourd'hui au maximum 7 ans pour sortir du jeu politique. Le plaidoyer, c'est qu'enfin, ils puissent s'asseoir ensemble et réfléchir à un modèle de stabilité qui laisse en héritage, après avoir été des gens par qui le scandale est arrivé, les gens par qui le peuple a été torturé pendant 33 ans. Je pense que le dédommagement qu'ils doivent au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de s'asseoir tous les trois, réfléchir à un modèle de stabilité qu'ils laissent aux générations avant de partir. Très bien. Je pense que cela doit se faire sous le régime justement du président Alassane Ouattara, parce qu'il a le profil idéal. C'est celui qui, pendant toute sa carrière, a subi des frustrations, a subi des injustices aujourd'hui. Et donc, quand il arrive là, il a le profil idéal pour jouer ce rôle-là. Donc, on attend de lui qu'il prenne les mesures politiques, déjà, pour apaiser le PPACI, et du président Bédié, qui est le doyen, qui se réunissent pour réfléchir à un modèle de stabilité qui laisse aux générations qui viendront après. Très bien. Et le modèle de stabilité proposé par André Silver-Conan, c'est que les trois se retirent. Voilà. Je suis vraiment... voyez... Mais le retrait n'est pas un modèle. C'est sa proposition tout de même. Quand il se retire, on fait quoi? C'est sa proposition tout de même. On le laisse développer. Vous voyez, moi j'ai beaucoup de peine. Parce que, en 2000, le nom du président, alors d'Alassane Ouattara, alors opposant, avait été inscrit sur la liste électorale par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, alors dirigée par Honoré Gué. Et par la suite, il avait été donc radié par la Cour suprême, je crois, sous Tia Kone. Il devrait être candidat aux législatives de Kong. Et il y a eu des violences. Par la suite, on a connu ce qu'on appelle le complot de la Mercedes noire. Après les complots de la cabine téléphonique, jusqu'à ce qu'on aboutisse à la rébellion de 2002. Quand Guillaume Soro et les rebelles donc, mènent donc cette campagne, ils estiment que l'une des raisons était justement l'exclusion du président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, en dépit des joutes verbales dont vous avez parlé, fort heureusement, on a une opposition qui est quand même un peu responsable et qui fait que, jusque-là, on ne passe pas à d'autres formes d'escalade. C'est déjà à saluer. Parce qu'on aurait pu s'inscrire dans des mots d'ordre dès maintenant. Et contrairement à ce que Dion Bato dit, il n'y aura rien. Mais Laurent Gbagbo a dit ça ici aussi, il n'y aura rien. Et puis il s'est retrouvé à la CPI. Voilà, et donc, l'arrogance, quand on est au pouvoir, doit être proscrite. Moi, j'ai lu des déclarations, ils doivent éviter de prendre la rue, il faut, venant de Cissé Bakongo. Non, il faut avoir l'humilité du pouvoir. Surtout, quand on a vécu une histoire comme celle du président Alassane Ouattara, une histoire constituée d'exclusion. Aujourd'hui, le pouvoir RHDP ne devrait même pas être à ce niveau où on parle d'exclusion pendant son mandat. Ça ne devrait même pas être le cas. Et donc, moi j'estime que les trois grands ont suffisamment apporté à la Côte d'Ivoire.
il y a suffisamment de crispation autour d'eux. Et je rejoins vraiment Dr Bangali, le président Alassane Ouattara a une responsabilité énorme. Il va gouverner pendant au moins 15 ans. Il a un bilan économique, mais absolument irréprochable. Personnellement, je lui reprocherais en termes d'infrastructures et autres. Le bilan politique, il est vraiment mitigé, j'en parle ici. Mais les trois grands, je pense, comme on l'a dit à Yopougon, sont arrivés à leur terminus. Vous avez reçu ici, sur vos plateaux, un ministre, le ministre Adama Kamara, je crois, Kamara... Maître Adama Kamara. Voilà, qui a dit, s'ils viennent avec leur papa, nous viendrons avec notre papa. Mais voilà que le papa du PPACI est exclu. Mais quel est le sens aujourd'hui du combat du brave Tché qui aura donc à aller à une compétition sans le papa du PPACI avec un papa du PDCI qui aura 91 ans? Il n'y a plus de mérite. Le président Alassane Ouattara, je pense, aujourd'hui, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, devrait songer à laisser la place à ses fils pour qu'ils combattent avec les fils des autres partis politiques. D'où la retraite des trois grands, et je maintiens cette position. Très bien, Maître Maïté. Bon, déjà, avant même de répondre à cette question, et puis d'entrer dans le but du sujet... Pas de course, hein, on se rapproche du terme de l'émission. Je réponds déjà à André Sibé-Kounan, de relativiser un peu le fait qu'ils disent qu'on a une opposition responsable. Je te rappelle déjà qu'en 2020... Non, je parle de maintenant. Non, c'est la même opposition. C'est la même opposition, laisse-moi parler. De là. Non, laisse-moi parler. Il y a eu quand même une désobéissance civile où il y a eu des morts. Il y a eu quand même des troncs d'arbres qui ont été coupés sur la route. Des femmes ont été tuées. Laissez-moi parler. Vous avez dit qu'il y a une opposition responsable. Je dis non, il faut relativiser. Voilà. Donc il y a une CNT qui a été créée où des gens, où le pouvoir légalement constitué allait être destitué et tout. Donc, passons sur ça. Maintenant, avant même de parler même de la question qui est posée, qui est liée au fait que Gbagbo a été radié sur la liste électorale, permettez-moi de préciser que aujourd'hui les gens accusent la commission électorale indépendante qui n'y est absolument pour rien. Il faudrait que ce soit clair pour tout le monde. La commission électorale, c'est une commission qui est technique, qui ne fait qu'appliquer le code électoral. Voici M. Gbagbo qui a été condamné, la décision est devenue irrévocable. On a plusieurs fois dit ça ici. La commission électorale ne fait qu'appliquer. Parlant de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, effectivement, la Côte d'Ivoire a ratifié ce traité-là, la Côte d'Ivoire devait appliquer, mais elle ne s'applique pas comme ça, comme cheveux sur la soupe. Il faudrait que ça soit conforme à l'ordonnancement juridique interne. Ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas la faute de la commission électorale indépendante qui n'est pas partie même dans cette affaire-là. Maintenant, aujourd'hui, on parle de tensions. Je pense que ce sont des tensions qui sont artificiellement créées. Parce que personne n'a pas besoin de faire HCC, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 17 pour savoir que M. Gbagbo n'allait pas figurer sur la liste électorale. Parce que les conditions qui ont provoqué sa radiation n'ont pas changé. Il y a eu quoi qui méritait qu'il soit inscrit sur la liste électorale? Donc le PPACI en était conscient que Gbagbo n'allait pas figurer sur la liste électorale. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas par rapport aux élections locales. Parce que ce sont des élections de développement, il n'y a pas grand enjeu politique. Mais le PPACI se projette dans l'avenir. En 2025, et ce M. Gbagbo pourra être candidat. Donc c'est sur ça là qu'ils sont très séparés actuellement. Mais alors que, au lieu de compter forcément sur le chef d'État, au lieu de compter forcément sur le président de la République, je pense qu'il y a des moyens. Le PPACI a un groupe parlementaire, comme Bato l'a dit tout à l'heure, mais quels sont les efforts même effectués par le PPACI pour que Gbagbo soit rétabli dans ses droits? Pourquoi ne pas déposer une proposition de loi d'amnistie, montrer même que nous sommes sur le chemin, puis voir la bonne foi des autres? Est-ce que ça a été fait? Non. Le président de la République a rendu une décision de grâce, c'est ce qui relève de sa compétence. La décision, l'ordonnance qui avait été prise par lui en 2018, ça a été qualifié par nos juristes comme illégal. Donc il ne peut pas quand même refaire les mêmes choses. Maître Abdoulaye Ben Meïté, vous n'avez pas réagi sur cette question? Tout à fait. Je voudrais dire effectivement que j'ai compris un peu ce qui a été brillamment développé par M. Bangali. Mais je voudrais quand même lui dire que le président Ouattara est dans cette disposition d'esprit depuis longtemps. Il a parlé du cas du Nigeria, mais je crois savoir effectivement que ce qui passe au Nigeria se fait conformément au texte. Ce qui est constant, c'est que M. Laurent Gbagbo a été condamné par une décision de justice, ici en Côte d'Ivoire. Et cette décision de justice l'empêche de figurer sur la liste électorale. On est bien d'accord. Mais le président de la République a fait montre de sa volonté
de créer un climat de paix en Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo a été gracié. Ça a été une sage décision. C'est justement pour montrer sa volonté de décrisper l'atmosphère en Côte d'Ivoire et écouter ses populations. Mais aujourd'hui, vous pensez que c'est en brandissant l'épée qu'on peut effectivement parvenir à cet objectif-là? D'autant plus que le PPACI dit ou on fait comme on veut, ou on brûlera le pays. Mais diantre, est-ce que M. Laurent Gbagbo est candidat aux élections? Une telle déclaration. Est-ce que M. Laurent Gbagbo c'est ce qui a été dit. Quand M. Katina Koné dit... C'est de la provocation. C'est de la provocation. Mais en même temps... Pas brûler le pays. S'il vous plaît. En même temps, je pense que le PPACI devrait faire preuve de mesure et de sagesse. M. Laurent Gbagbo n'est pas candidat, parce que ça, il n'est pas candidat aux municipales ou aux législatives prochaines. Ce que je sais. Il leur appartient effectivement de créer des conditions d'humilité à l'effet d'amener soit le groupe parlementaire majoritaire, qui est le RHDP, à les accompagner dans un processus effectivement d'amnistie en Côte d'Ivoire. Mais ou alors d'essayer d'avoir le profil bas, de faire profil bas auprès du président de la République dans sa volonté effectivement de réconcilier les Ivoiriens à travers notamment un projet de loi d'amnistie. Mais ce n'est pas en levant le ton, ce n'est pas en essayant de se faire peur, parce qu'il ne doit pas oublier, comme le disait M. Yao Paul Ndri, je crois, avant d'être possédé par Saddam, que l'État est la fixation sur un territoire d'une communauté humaine régie par un pouvoir institutionnalisé qui seul a le monopole de la violence légitime. Très bien. Alors, M. Kofi Dadié nous appelle, lui, de San Pedro, me semble-t-il. Pour lui, l'effort doit être fait dans les deux camps. Monsieur Kofi Dadié, bonsoir. Il est parti. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de chance avec le téléphone ce soir. Monsieur, je pense qu'on a fait le tour de la question. 10 minutes pour aborder l'actualité africaine marquée par les tensions au Sénégal. Vous le savez, après son procès